Si vous êtes dans la cinquantaine ou la soixantaine, qu'avez-vous préparé pour votre vie de retraité? Pour avoir une retraite heureuse, il est important de prendre soin de soi-même lorsque l'on atteindra les 70 ou 80 ans. À une époque où l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie moyenne a considérablement augmenté. Ainsi, vivre longtemps et en bonne santé, tout en profitant d'une vieillesse heureuse, est un souhait commun à tous. En entrant dans la huitantaine, peu importe la richesse, les gens commencent souvent à prêter attention à leur santé. Les personnes en bonne santé qui vieillissent ne dépendent pas beaucoup de leurs enfants et peuvent encore vivre de manière joyeuse et indépendante sans aller dans une maison de retraite. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter quelques points à garder à l'esprit pour mener une vie de retraite heureuse et saine, à travers les travaux d'un expert en médecine gériatrique. Cela concerne la pratique du jeûne et le fait de manger moins. Pourquoi le jeûne et une alimentation réduite sont-ils considérés comme des secrets pour vivre longtemps et en bonne santé, et quel est leur lien avec les maladies chroniques? Je vais présenter des méthodes spécifiques pour adopter un régime alimentaire adapté à chaque âge. J'espère que vous écouterez l'histoire d'aujourd'hui pour votre avenir précieux et heureux à un âge avancé. Avant de commencer, veuillez vous abonner et aimer pour nous soutenir. Maintenant, commençons. Récemment, l'espérance de vie moyenne a augmenté, les hommes vivent jusqu'à 81 ans et les femmes jusqu'à 88 ans, ce qui est bien plus long qu'auparavant. Aujourd'hui, on parle souvent de vivre jusqu'à 100 ans. Cependant, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire la période durant laquelle une personne peut prendre soin d'elle-même sans aide ou sans être alitée, n'est que de 72 ans pour les hommes et de 75 ans pour les femmes, ce qui est beaucoup plus court que l'espérance de vie moyenne. Si vous commencez quelque chose de nouveau à partir de 70 ans, la période durant laquelle vous pourrez vous occuper de vous-même sans aide ne durera que de 3 à 5 ans. Ainsi, à partir de 65 ans, lorsque vous partez à la retraite et commencez à recevoir une pension, si vous commencez à appliquer les méthodes de jeûne proposées dans ce livre, vous aurez le temps de les mettre en pratique sur le long terme, ce qui pourrait prolonger à la fois votre espérance de vie en bonne santé et votre espérance de vie moyenne. Pendant notre scolarité, nous avons dû faire face à la pression des études et des activités extrascolaires, et en entrant dans la vie active, nous rencontrons également des pressions liées au travail, aux prêts immobiliers, à l'éducation des enfants et aux relations sociales, ce qui impose un lourd fardeau à notre corps et à notre esprit. 65 ans est le moment où vous pouvez vous libérer de ces fardeaux. À partir de 65 ans, profitez de la vie de manière libre et détendue, sans sentiment de contrainte ou de pression. En 1974, une étude a été menée auprès d'environ 120 hommes âgés de 40 à 55 ans travaillant dans des entreprises à Helsinki, en Finlande. Ces personnes avaient un risque élevé de maladies cardiovasculaires comme l'hypertension ou le cholestérol élevé, mais à l'époque, elles n'étaient pas malades. Parmi eux, 60 personnes ont été suivies pendant 5 ans avec des contrôles de santé réguliers, évaluant leur état nutritionnel, recommandant de l'exercice, et limitant la consommation de tabac, d'alcool et de sucre. Ils ont également reçu des médicaments si nécessaire pour l'hypertension ou le cholestérol élevé. Ensuite, jusqu'en 1989, des contrôles de santé réguliers étaient recommandés. Ces 60 personnes ont été invitées à enregistrer leur état de santé et leurs habitudes de vie sans qu'on leur indique l'objectif de l'étude. Ils n'ont également pas reçu de médicaments. Lors de l'enquête de 1989, les résultats ont montré que le groupe ayant reçu des interventions avait un taux de mortalité plus élevé que le groupe non traité, y compris les décès dus à des maladies cardiovasculaires, au cancer et même au suicide. Ce résultat était totalement contraire aux attentes. À partir de cette étude, le terme « syndrome finlandais » est né. Ce syndrome montre qu'une trop grande intervention dans l'alimentation et le mode de vie peut causer du stress, diminuer la résistance et conduire à des maladies. Au contraire, vivre librement selon son instinct peut renforcer la résistance et prévenir les maladies. Ne pas prendre 3 repas par jour peut nuire à la santé, et beaucoup de gens se forcent à prendre un petit déjeuner même s'ils n'en ont pas envie, simplement pour respecter les recommandations médicales. En conséquence,
le Japon connaît une augmentation du nombre de personnes souffrant d'hypertension, d'hyperglycémie et de surpoids, ce qui entraîne des comportements alimentaires inappropriés. L'histoire de l'humanité sur 3 millions d'années peut être considérée comme une histoire de jeûne. L'humanité a souffert de la faim à cause de sécheresses, d'inondations, d'incendies de forêt, d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre. La preuve en est que notre corps possède plus de 10 types d'hormones, comme l'adrénaline, le glucagon, la thyroxine et l'hormone de croissance, pour lutter contre les symptômes d'hypoglycémie tels que les tremblements, l'anxiété et l'évanouissement lorsque le taux de sucre dans le sang diminue en raison du jeûne. En revanche, la seule hormone qui prévient le cholestérol élevé dû à une alimentation excessive est l'insuline. De l'équilibre de ces hormones, il est clair que l'humanité a vécu pendant une longue période de jeûne. Autrement dit, le corps humain est conçu pour maintenir la santé en période de jeûne. Les personnes vivant dans la société moderne sont confrontées à des maladies liées au mode de vie telles que le cholestérol élevé, la stéatose hépatique, le diabète, la goutte, l'hypertension, l'infarctus du myocarde, les AVC et le cancer, car le corps ne sait pas comment réagir face à une alimentation excessive. Ainsi, la méthode de soins personnels, c'est-à-dire la manière de prévenir et d'améliorer les maladies, doit se baser sur l'écoute de son instinct. En tant que médecin, je bois 2 verres de jus de pomme le matin, 1 à 2 verres de thé au gingembre à midi, et le soir, je mange des fruits de mer accompagnés de bière et de saké japonais, ainsi que du riz, de la soupe miso, du natto, du tofu, du poisson frit, etc. En d'autres termes, je ne mange des aliments solides qu'une fois par jour. Comme je cours ou fais de l'exercice régulièrement, il m'arrive de manger beaucoup au dîner parce que j'ai trop faim. Cela me procure une sensation de satisfaction et de satiété, mais cela s'accompagne aussi de léthargie et de somnolence. C'est à ce moment-là que je réalise qu'aucun médicament n'a d'effet aussi puissant que l'excès de nourriture. Il y a un proverbe qui dit que si vous mangez à 80% de votre capacité, vous ne tomberez pas malade, mais si vous mangez à 120%, alors peu importe le nombre de médecins que vous consultez, cela ne suffira pas. De plus, sur les bas-reliefs des pyramides égyptiennes, il est écrit « L'homme vit de la nourriture, le reste dépend du médecin ». Cela signifie que les gens mangent trop, ce qui conduit à des maladies, et c'est pourquoi les médecins peuvent vivre. À partir de 65 ans, essayez d'appliquer la méthode de jeûne, et si vous sentez que votre corps se sent bien, continuez à le faire. Pourquoi la durée du jeûne est-elle importante? Le syndrome métabolique, également connu sous le nom de syndrome des graisses viscérales, est une réalité courante dans notre société actuelle. Selon une enquête nationale sur la santé, un homme sur 2 âgé de 40 à 74 ans et une femme sur 6 dans cette tranche d'âge souffrent de ce syndrome ou de pré-syndrome métabolique. Ces personnes ont un risque accru de maladies cardiaques, d'AVC et de maladies liées au mode de vie, ce qui pourrait entraîner des coûts médicaux élevés. Le syndrome métabolique peut être considéré comme le résultat d'une alimentation excessive. À la fois Pythagore et Bouddha ont averti des dangers d'une alimentation excessive. En regardant l'histoire, de nombreuses figures emblématiques ont vécu pour alerter sur ce problème. L'un d'eux est Pythagore, le célèbre mathématicien et philosophe de la Grèce antique. Il a dit « Manger en excès n'est pas bon, les maladies des hommes proviennent d'une alimentation désordonnée ». Il a évité les aliments nuisibles et n'a consommé que des plats simples comme du pain, des légumes et du miel, vivant jusqu'à 80 ans, un âge très avancé à son époque. Le philosophe Socrate était aussi un homme qui pratiquait la modération dans son alimentation. Confucius, célèbre pour son ouvrage Analecte, a également déclaré « Ne soyez pas gênés par des vêtements en lambeaux ou une nourriture modeste, si cela vous plaît, ne mangez pas trop. » Jésus-Christ a également dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez ou porterez. » Bouddha a également affirmé que toutes les maladies proviennent d'une alimentation excessive. Un exemple emblématique est Thomas Edison, qui a inventé des milliers de produits. Il ne mangeait que des aliments simples comme du pain, des légumes et des fruits, ne consommant du poisson que de temps en temps.
Lorsqu'une personne a demandé à Edison comment il pouvait inventer de tels produits incroyables, Edison a répondu, « Tout le monde a le même esprit, il vous suffit de penser à quelque chose pour l'inventer. » Lorsque cette personne lui a demandé comment il pouvait trouver le temps de réfléchir tout en étant très occupé, Edison a répondu, « Tout le monde dort, sans sommeil, il n'y a pas de temps pour penser. » Enfin, lorsqu'on lui a demandé comment ne pas avoir besoin de dormir, il a répondu, « L'homme s'endort lorsqu'il mange. » Tout le monde a déjà ressenti de la somnolence après avoir mangé. Cela est dû au fait que le sang dans le corps doit se concentrer sur l'estomac pour digérer les aliments, réduisant ainsi le flux sanguin vers le cerveau. De la même manière, lorsqu'on mange en excès, le corps devient léthargique en raison de la réduction du flux sanguin vers le cerveau et des membres. Lorsque vous mangez en excès, il est clair que le cholestérol, les triglycérides et d'autres nutriments augmenteront dans le sang. De plus, les déchets comme l'acide urique et les produits dérivés augmenteront également. Le traitement et l'élimination continue de ces nutriments et déchets excessifs obligent le foie et les reins, les organes responsables de la détoxification du corps, à travailler dur et peuvent les épuiser. Le sommeil est un moyen de restaurer l'énergie pour ces organes, y compris les organes de détoxification. C'est pourquoi, après avoir mangé en excès, vous vous sentirez somnolent. Certaines personnes ont affirmé que manger peu peut déterminer le destin. Tant que vous mangez peu, vous ne vivrez pas seulement longtemps, mais vous deviendrez également riche et prospère. Monsieur Mizuno Nambu, un astrologue de l'époque, a déclaré que manger peu est réellement le chemin vers une vie longue et en bonne santé. Il a passé du temps à étudier les caractéristiques des personnes décédées et a même effectué des travaux divers dans des bains publics pour étudier la morphologie humaine. Il a dit, « L'homme vit de la nourriture, donc les aliments bénéfiques pour la santé sont le meilleur médicament. » Il a également déclaré, en observant une personne, « Si vous connaissez la quantité de nourriture qu'elle consomme, vous pouvez deviner son destin. » Bien qu'il puisse y avoir de grandes difficultés dans l'année à venir, ceux qui pratiquent la modération dans leur alimentation éviteront certainement les problèmes, à l'inverse, ceux qui ne peuvent pas se contrôler feront face à des défis inimaginables. Les personnes vivant dans la pauvreté mais qui savent modérer leur alimentation recevront des bénédictions méritées et seront largement reconnues. Ainsi, la beauté, la richesse, la longévité et même le plaisir dépendent de l'alimentation. Mizuno a également pratiqué une alimentation réduite et a ainsi attiré de nombreuses bonnes fortunes. Il a eu une belle résidence et a été nommé fonctionnaire supérieur à la cour. L'espérance de vie moyenne des gens à cette époque n'était que de 50 ans, mais il a vécu jusqu'à 78 ans, probablement grâce à son alimentation modérée. En 1935, un chercheur de l'université Cornell aux États-Unis a publié que la réduction des calories a un effet positif sur l'allongement de l'espérance de vie et inhibe la formation de tumeurs. Ensuite, à partir des années 1940, des études dans le domaine de la nutrition et de la médecine occidentale ont montré que les animaux consommant 30 à 40% de calories en moins vivaient beaucoup plus longtemps que ceux mangeant à volonté, et que les maladies liées à l'âge, comme le cancer, se développaient plus lentement. L'Institut national de recherche sur le vieillissement à Baltimore, aux États-Unis, a conclu que la réduction des calories pourrait allonger l'espérance de vie à travers plus de 300 000 expériences sur des animaux, des vers aux singes. Plus précisément, il a été découvert qu'une réduction de 60% des calories pouvait augmenter l'espérance de vie de 50%. Le Dr Parks à l'Institut national de recherche sur le vieillissement a mené une expérience en divisant les sujets en 3 groupes. Le groupe A mangeait à volonté, le groupe B a réduit la consommation calorique de 60%, le groupe C a mangé à volonté un jour et jeûnait le lendemain. Les résultats ont montré que le groupe B vivait 50% plus longtemps que le groupe A, mais que le groupe le plus sain était le groupe C. Les souris du groupe C avaient moins de dommages cérébraux et ne souffraient pas de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Le docteur a conclu que le jeûne pouvait inhiber l'oxydation et les dommages cellulaires dans le corps. De plus, le docteur Ronald Ingram à l'Institut de recherche sur le vieillissement a mesuré la quantité de récepteurs de dopamine dans le cerveau de souris âgées, puis a réduit leur consommation calorique de 40%.
En conséquence, la quantité de récepteurs de dopamine, qui diminue généralement avec l'âge, a augmenté, et la capacité d'apprentissage et la mémoire se sont également améliorées. Non seulement cela, mais les souris qui mangeaient moins vivaient également 40% plus longtemps que les souris normales. Le 3 octobre 2016, le professeur Yoshinori Osumi de l'Université de Tokyo a reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses travaux sur l'autophagie, découvrant que les cellules en état de malnutrition consomment elles-mêmes pour survivre. L'autophagie peut être divisée en 3 types principaux: la réutilisation des nutriments dans les cellules, le processus de purification des substances inutiles dans les cellules, et le processus de protection cellulaire par la dégradation des virus et des substances nuisibles. Normalement, ces processus ne s'activent que lorsque les cellules se trouvent en état de malnutrition. Ainsi, lorsque vous avez faim ou lorsque votre corps ressent de la faim, chaque cellule de votre corps décomposera les substances toxiques et les agents pathogènes, tout en régénérant les vieilles protéines en nouvelles, aidant ainsi à rajeunir le corps. Autrement dit, notre corps, composé de 60 millions de cellules, sera également rajeuni. Le directeur d'une clinique au Japon a été loué pour avoir l'air beaucoup plus jeune que son âge réel, et il pratique également la méthode du jeûne. Il a déclaré: « Lorsque je suis dans un état de jeûne, l'hormone de croissance, appelée hormone de rajeunissement, est sécrétée en plus grande quantité par le cerveau. L'hormone de longévité aide également à rajeunir les vaisseaux sanguins. Ceux qui pratiquent cette méthode de jeûne d'un repas ont généralement une bonne santé et peu de maladies, ce qu'ils ont expérimenté et confirmé. De plus, selon un article d'un célèbre journal de santé, le président Barack Obama a également sauté le petit déjeuner et le déjeuner, ne savourant qu'un dîner léger avec un peu de riz et de soupe broccolini. Alors, combien de repas les personnes âgées de 60 à 80 ans prennent-elles généralement? Les personnes âgées de 60 à 80 ans mangent souvent plus que vous ne le pensez. Cependant, en raison d'un métabolisme de base et d'une activité réduite par rapport à ceux âgés de 20 à 40 ans, elles peuvent consommer trop de nourriture. C'est pour cette raison que le nombre de patients souffrant de cholestérol élevé dans la cinquantaine et la soixantaine est en hausse. L'énergie provenant des aliments dans le corps sera utilisée pour les activités métaboliques de base. Le métabolisme de base, également appelé métabolisme au repos, est l'énergie minimale nécessaire pour vivre, y compris la respiration et la circulation sanguine. Cette énergie est consommée même lorsque vous restez simplement allongé sans rien faire. Bien que le taux de métabolisme de base varie selon le sexe et l'âge, les personnes ayant une grande masse musculaire ont en général un taux de métabolisme de base plus élevé. C'est pourquoi le taux de métabolisme de base diminue au fur et à mesure que nous vieillissons. Les femmes ont tendance à prendre du poids plus facilement que les hommes, et les deux sexes ont tendance à prendre du poids en vieillissant, même s'ils continuent à manger et à faire de l'exercice comme avant. Le métabolisme dû à l'activité est l'énergie consommée pour les activités quotidiennes telles que le travail et l'exercice. Le métabolisme induit par l'alimentation génère de la chaleur à partir de la nourriture. Lorsque les aliments entrent dans la bouche et sont mastiqués, les cellules gustatives sur la langue et les cellules olfactives dans le nez sont stimulées, ce qui excite le système nerveux sympathique et libère de l'adrénaline à partir de la médullaire surrénale, augmentant le rythme cardiaque, ce qui stimule le métabolisme et élève la température corporelle. C'est pourquoi vous vous sentez réchauffé quelques minutes après avoir mangé, et cela ne signifie pas que la nourriture se transforme immédiatement en énergie. Y a-t-il un régime alimentaire approprié selon l'âge? Futaki Kenzo, né en 1873 à Akita, au Japon, dans une famille dont le père était médecin. Il a été malade jusqu'à l'âge de 20 ans, mais est devenu en bonne santé en adoptant un régime à base de riz brun et de légumes. Il a popularisé le régime à base de riz brun à l'échelle nationale et a développé des théories uniques sur l'alimentation selon l'âge. Pour les personnes âgées de 40 à 60 ans, à un stade précoce de vieillissement, la santé reviendra à celle d'un enfant de moins de 16 ans, donc il est conseillé de revenir à un régime alimentaire d'enfants de moins de 16 ans, en consommant principalement des petits animaux comme le poisson ou les fruits de mer. Pour les personnes âgées de 60 à 80 ans,
À un stade de vieillissement intermédiaire, la santé diminuera et la capacité digestive se réduira, donc le régime devrait revenir à du riz, des légumes et des patates douces. Pour ceux âgés de 80 à 100 ans, lorsque la plupart des dents sont tombées et que la capacité digestive a diminué, le régime devrait consister en des aliments pour enfants, comme du porridge de riz brun, de la soupe miso et des soupes de légumes pour faciliter la digestion. Si vous suivez un régime adapté à votre état physiologique, vous pourrez vivre en bonne santé jusqu'à 100 ans sans rencontrer les confusions habituelles de la vieillesse. En fait, Futaki a suivi un régime à base de riz brun, de soupe miso et de légumes après 60 ans. Il marchait plus de 10 km par jour même à 80 ans, et son esprit restait vif, sans aucun problème aux yeux ou aux oreilles. Il se permettait également de boire 1 à 2 verres de saké chaque jour. Un exemple remarquable de la méthode du jeûne est un homme qui est venu dans l'établissement de jeûne que je dirige. Après avoir lu mon livre, il a commencé à jeûner l'année dernière en suivant un schéma. Le matin, il buvait 2 à 3 verres de jus de carottes et de pommes, à midi, il buvait 1 ou 2 verres de thé au gingembre, et il ne prenait qu'un dîner avec des plats habituels. En conséquence, il a réduit son poids de 88 kg à 70 kg, et sa concentration de triglycérides est passée de 600 mg/dl à moins de 100 mg/dl, ce qui a rendu son corps et son esprit légers et confortables. Lorsqu'il a réalisé que son rêve s'était réalisé, un magazine sportif est venu l'interviewer. Le journaliste avait lu mon livre et savait que l'humanité ne devrait pas gaspiller de la nourriture, donc il a commencé à appliquer la méthode du jeûne. Il a participé à un marathon à 50 ans et a établi un record personnel de 2h44 et 16 secondes. En 2022, il a également terminé un marathon ultra-long de 160 km. Comme décrit ici, l'accent mis sur les bienfaits de manger moins ne nécessite pas d'autres discussions. Bien sûr, il existe des personnes qui ne mangent qu'un repas par jour et qui sont toujours en bonne santé et fonctionnent normalement, mais passer soudainement de 3 repas par jour à un seul peut comporter des risques, donc cela n'est pas recommandé. Il est préférable de commencer par 2 repas par jour, et si vous sentez que votre corps va mieux et que vous avez plus confiance en vous, alors passez progressivement à 1 repas par jour. Prévenir le cancer est plus important que de le traiter. Lorsque je traite des patients atteints de cancer, je leur conseille souvent, toutes les maladies, y compris le cancer, proviennent d'un manque de santé, alors essayez d'améliorer votre niveau de santé en parallèle avec le traitement. Avec la modernisation du régime alimentaire, les types de cancers sont devenus plus fréquents, il est donc nécessaire de s'efforcer de consommer notre régime alimentaire traditionnel. Manger en excès peut entraîner le cancer, tandis que manger peu peut inhiber le cancer, alors mâchez bien et mangez moins. Faites de l'exercice régulièrement, y compris de la marche, car l'hormone myokine sécrétée par les muscles a la capacité de bloquer les cellules cancéreuses. Ce livre mentionne que les carottes, l'ail, le gingembre et les haricots ont des effets préventifs contre le cancer. Le chou contient un antioxydant appelé sulforaphane. Il est conseillé de boire le jus de 2 carottes, d'une pomme et de 50 à 100 g de chou. De plus, les cellules cancéreuses sont très sensibles à la température. Certaines hypothèses suggèrent que les cellules cancéreuses se développent le mieux à une température corporelle d'environ 35 degrés, et lorsque celle-ci dépasse 39,6 degrés, elles meurent. Prendre des bains ou des saunas régulièrement, ainsi que maintenir une routine d'exercice, est également important pour élever la température corporelle. L'une des principales causes de décès est le cancer, et parmi celles-ci, la condition de refroidissement corporel a diminué d'environ 1 degré au cours des 60 dernières années. En 1957, la température corporelle moyenne était de 36,9 degrés, mais aujourd'hui, la température moyenne a chuté à 36,2 degrés, soit une diminution d'environ 1 degré. Certaines raisons peuvent expliquer cette situation, y compris la diminution de la marche et du travail, ce qui signifie que les muscles, qui sont les plus grands organes producteurs de chaleur dans le corps, ne sont pas suffisamment sollicités. Dans le passé, lorsque le chauffage n'était pas suffisant, ceux qui vivaient dans des régions froides devaient consommer plus de sel pour se réchauffer pendant l'hiver,
mais cela a conduit à une augmentation de l'hypertension et des AVC. À partir des années 1960, le régime occidental, avec viande, lait et beurre, s'est intensifié, et en même temps, les problèmes de thrombose, comme l'infarctus du myocarde, ont également augmenté, ce qui a conduit les médecins à recommander de boire beaucoup d'eau pour purifier le sang. Lorsqu'il pleut beaucoup, le corps devient froid, et si vous consommez trop d'eau, le corps deviendra également froid. Respirer trop d'oxygène peut également provoquer des étourdissements et des évanouissements. Ainsi, le principe pour maintenir la santé est d'inhaler après avoir expiré. L'eau doit être consommée après avoir effectué des activités telles que prendre un bain, faire un sauna ou faire de l'exercice, afin de garantir que vous consommez de l'eau de manière saine. Les bienfaits du jeûne ont également été mentionnés ci-dessus. Lorsqu'on souffre de cancer, d'AVC, d'infarctus du myocarde ou de toute douleur, y compris la douleur psychologique, la plupart des gens ressentiront une perte d'appétit ou des nausées. Même les chiens et les chats, lorsqu'ils sont malades, ne mangent souvent pas pendant quelques jours et se rétablissent d'eux-mêmes. Cela signifie que la force naturelle que Dieu nous accorde, y compris aux animaux, est de ne pas manger, c'est-à-dire de jeûner et d'avoir de la fièvre. Ainsi, la cause des maladies est due à une alimentation excessive et au froid, contrairement à la situation de jeûne et de fièvre. La meilleure façon de se libérer du stress est d'avoir de la gratitude. Le docteur Selye a découvert qu'il était atteint d'un cancer en phase terminale, mais il a refusé les traitements de médecine occidentale. Il a mené une vie pleine de stress et voulait éliminer ce stress pour surmonter le cancer, donc il a essayé de nombreuses méthodes différentes. Finalement, il a réalisé que ressentir de la gratitude, une chose rare chez les Occidentaux mais particulièrement présente chez les Orientaux, aide à créer la paix intérieure et à éliminer le stress, ce qui est le plus important. Il a vécu dans la gratitude envers ses voisins, la nature et son environnement, et a finalement surmonté son cancer. Ainsi, avoir de la gratitude apportera la paix intérieure et stimulera le système nerveux parasympathique, connu comme le nerf de la relaxation, ce qui aidera à renforcer la fonction des globules blancs, contribuant ainsi à prévenir et à améliorer les maladies. Un autre point important est de traiter les autres avec bienveillance. Le docteur David Hamilton, un biochimiste britannique, a écrit dans son livre « Les 5 effets secondaires de la gentillesse » que la gentillesse apporte du bonheur, rend le cœur et les vaisseaux sanguins sains, a des effets positifs, améliore les relations et se propage. Si l'on explique cela d'un point de vue médical, lorsque vous traitez les autres avec gentillesse, l'hormone ocytocine est sécrétée par l'hypophyse, provoquant les effets secondaires mentionnés ci-dessus. Le professeur Tomoko Makino, un célèbre botaniste, a vécu jusqu'à 94 ans, et lorsqu'on lui a demandé sa méthode pour maintenir sa santé, il a répondu « Gardez toujours votre esprit jeune ». L'éditeur du dictionnaire japonais Shimura Izuru a également eu une santé fragile lorsqu'il était enfant, mais a vécu jusqu'à 90 ans. Sa méthode de maintien de la santé était la suivante, bien que le corps vieillisse, l'esprit ne doit pas vieillir. Ainsi, quel que soit l'âge, il est crucial de garder un esprit positif. Voici quelques sagesses de la vie. Je vous souhaite de toujours rester en bonne santé et heureux dans votre vieillesse. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Merci.